Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Montréal au Québec aujourd'hui sur le Juicy Living Tour et je viens d'interviewer Laurence qui est absolument fascinant. Et Laurence parle québécois, hein? Oui. On va parler québécois, hein, donc il faut s'accrocher un petit peu par moment. Oui, non, j'ai mon accent, tu sais. Mais souvent, c'est les autres qui ont un accent, comme Lilou, elle a un accent, alors. En tout cas, c'est génial. Mais en fait, Laurence, parle-nous, comment tu es arrivée? Parce que là, tu es assis sur une chaise roulante. Oui. Et ça fait un petit moment que tu es sur une chaise roulante. Et tu as vécu des expériences extraordinaires. Parle-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cet accident. Oui, ben, je suis un formateur et puis un conférencier, puis souvent on me dit le seul chercheur au monde qui parcourt les jungles en fauteuil roulant. Et puis ce choix de carrière, d'être dans la nature en fauteuil roulant, c'est pas évident. Et puis ça demande une explication qui est réellement très courte. J'ai pas toujours été en fauteuil roulant. J'ai eu un accident d'automobile sur la Transcanadienne, pas tellement loin d'ici. J'ai frappé un poteau à 70 000 à l'heure et comme j'aime dire en conférence, on apprend deux choses en frappant un poteau à 70 000 à l'heure. La première chose, c'est que le char arrête sec. L'automobile arrête vite. Tu sais. Et puis la deuxième chose, c'est que n'importe qui, n'importe quoi dans l'auto n'arrête pas, ça se fait arrêter. Puis moi, je me suis fait arrêter par le volant, qui a brisé mes côtes ici, le sternum, la clavicule, la colonne vertébrale, le bras gauche, la hanche droite, fracture du crâne, défoncé mes poumons. J'ai été déclaré mort 4 fois, j'ai passé 6 semaines aux soins intensifs, 11 mois à l'hôpital. Et puis, comme je dis souvent, ou encore en conférence, je ne sais pas ce que vous feriez, vous, dans les circonstances, moi, je me suis intériorisé pour aller voir chez moi tout ce qui m'avait donné de la joie dans ma vie. Parce que je réalisais que la côte que j'avais à grimper était très à pic. Il n'y avait rien qui me paraissait très rigolo dans le futur. Alors, il faudrait que je me trempe dans mes passés, dans mes joies. J'avais 29 ans quand j'ai frappé le poteau. J'ai découvert que tout ce qui m'avait donné joie était lié à la nature. Depuis un très jeune âge, un amateur de pêche, de camping, de ski, de plein air, les magnifiques environs du Québec que j'avais le plus grand plaisir de côtoyer, de me rendre dans le bois en fin de semaine avec ma petite fille, d'aller à la chasse au lutin. Puis d'enseigner la flore et la faune, etc. Ça me donnait le plus grand plaisir. Et puis, tout de suite, j'ai commencé à parler des privilèges que j'avais vécus. Parce que d'être un rescapé de la mort, c'est pas tout le monde. Tu sais, d'avoir été hors de mon corps, d'avoir vu mon corps. Il y a une parole d'une chanson de Bob Dylan, You don't know what you've got till it's gone. Tu ne sais pas ce que tu as avant de le perdre. Et puis de perdre ta vie, je vais vous dire que j'ai prié pour une deuxième chance. Je l'ai eue. Et merci beaucoup. Je me considère l'homme le plus chanceux sur la planète Terre. Mais non seulement chanceux d'avoir une deuxième chance à vivre, d'avoir découvert à l'âge de 29 ans qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Parce que quand j'ai quitté l'hôpital, on m'a donné une espérance de vie de 5 à 7 ans. Et puis aujourd'hui, il y a un film avec Jack Nicholson, The Bucket List, c'est de faire une liste de tout ce qu'on veut faire avant de mourir. Moi, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire, tout ce que je pensais être capable de faire, même en fauteuil roulant, dans le 5 à 7 ans qui me restait. Et puis j'ai attaqué cette liste-là avec une passion, je vais vous dire. Et puis c'est réellement ça. C'est la passion que je me suis donnée à vivre la joie. Tu sais, mes voyages solitaires dans le bois, mes aventures à abracadabra, depuis il y en a eu beaucoup, éveillaient en moi à chaque fois la joie, la passion. Et puis quand c'est la joie, la passion qui t'habite, il n'y a pas de place pour la dépression, il n'y a pas de place pour la misère, il n'y a même pas de place pour la souffrance. Je peux témoigner que ça n'a jamais été un corps brisé qui s'est réveillé, qui a décidé « je vais aller grimper la montagne, je vais aller fréquenter la plage ». Ce n'est pas ça. C'est la passion qui m'habite. Et puis quand j'ai l'idée en tête que ça va être amusant, il n'y a rien qui va arrêter. Ça prend toujours une planification. Mais on est des adultes, on peut planifier, hein? On a Google Search aujourd'hui, on peut aller voir et puis prévenir et puis tout faire ce qu'on a à faire. Tu sais. Mais l'idée, c'est de vivre l'aventure, de vivre la joie. Et puis si tu vis tous les jours, pendant 30 jours avec joie, c'est quoi le défi du 31e qui va te faire abandonner, tu sais? Mais si tous les jours, on se promet à être joyeux demain, ben la compréhension suit l'expérience. Il faut avoir l'expérience de la joie, de comprendre que c'est la plus merveilleuse chose qu'on doit apprendre, qu'on doit apprivoiser.
J'aime beaucoup ces moments où tu trouves la joie et le rire. En te trouvant dans des situations qui sont absolument impossibles ou genre, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais m'en sortir? Et là, d'un seul coup, il y a le rire. Oui, absolument. Non, il y a beaucoup de personnes dans leur cheminement au fil des années qui m'ont dit qu'ils essayaient de défaire leur ego, qui est une impossibilité. Hein? Notre ego, c'est notre perception du monde physique, etc. Il faudrait réellement prendre sa place. Hein? C'est ça l'ego. Mais l'humilité dans l'ego veut dire que quand l'ego fait quelque chose de réellement bête, c'est que à chaque fois que je me trouve dans un pétrin que j'ai créé, puis ça n'a aucune allure, mon réflexe premier, c'est de me trouver tellement con que je ris. Et puis, dans le rire, j'ai attiré des choses magiques, des choses miraculeuses, des événements, des gens qui tout de suite sont venus aider, etc. J'ai vu des choses, moi, abracadabrantes, qu'il n'y a aucune possibilité, sauf que, oui, ça se passe comme ça. Dans le rire, dans la joie, ça se passe comme ça. J'adore son histoire de aller chercher le mot opposé, en fait, pour trouver une solution à notre problème. On n'a pas tendance à réfléchir à ça, mais c'est vrai que c'est super. Parle-nous-en un petit peu plus. Absolument. Non, j'ai dit qu'il n'avait aucun problème qui n'avait pas sa solution. Et que si on donne au problème la valeur numérique +1, pas parce que c'est positif dans le sens c'est joli, c'est positif dans le sens que c'est là. Tu as un problème, on nomme +1. Pour éliminer ce problème +1, il faut y ajouter sa contradiction parfaite -1. +1 plus -1 égale 0. Le -1, la contradiction parfaite, ça se trouve dans le dictionnaire des antonymes. Alors, depuis longtemps que j'enseigne aux gens, là, à part leur philosophie, à part leur religion, s'ils veulent un livre avec une grande puissance, d'aller chercher le dictionnaire des antonymes. Et puis, si tu trouves avec un problème, de le réduire à un mot ou deux, une expression ou deux, puis de le regarder dans ton dictionnaire des antonymes va te donner les pistes à suivre qui te mènent vers la solution. Par exemple, un grand problème aujourd'hui en Somalie, la famine. La solution, c'est la popote. C'est simple. Tu sais, alors on regarde, puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur donner à manger. C'est simple. Tout le restant, ça devient comment faire ça. Tu sais, n'importe quoi qui n'est pas faire ça, ça va à l'encontre de la solution. Mais dans la popote, il y a le côté humain. Il y a le côté très humain et le côté on participe tous et on est autour de ça. Enfin, pour nous, en français, en France, en tous les cas, on utilise la popote comme beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de jeu dedans. Il y a beaucoup plus d'élégance. De fun, surtout, je devrais dire. Ben, je pense que oui. Hein, ma mère, elle est française de France. Alors, chez nous, faire la popote, ça a toujours été le réveillon, le festin, etc. Alors, moi, je vois manger comme ça, comme une tâche créative à faire. Alors, je dis pas seulement leur donner à manger, je leur dis leur faire la popote. Ça, c'est la contradiction à la fin. C'est la meilleure. Parle-nous de tes expériences hors du corps. Okay. Parce qu'il y en a eu quelques-unes, pas seulement une, mais 4. Hein? Non, j'ai eu 4 expériences de mort, dont 2, je me souviens pas du tout, et une qui m'a donné réellement une émerveillante expérience de la lumière pure. Mais entre ma 3e et ma 4e mort, j'ai eu une autre expérience de lumière pure, mais sans mourir. Alors, si je te raconte tous, ma première, c'est d'être dans la morgue. Et puis moi, ma première perception, c'est que j'étais conscient d'une noirceur absolue, une noirceur, un noir maté comme un velours épais. Je pouvais le ressentir, la noirceur. Et puis, tout de suite, j'ai pensé, et en pensant, j'ai vu lumière. Puis, voulant approcher la lumière, je me suis ressenti avancer à des vitesses incroyables. Et en approchant la lumière, pour un demi-instant, j'ai su croire une fenêtre et la lumière du jour qui rentrait. Mais en approchant à toute vitesse, c'était pas une fenêtre, c'était mon œil que je voyais de l'intérieur. Et puis, clic, j'étais dans mon corps et puis je ressentais des doigts qui tenaient mon œil ouvert. Il y avait une lampe de poche qui regardait dedans. Puis en anglais, j'ai entendu une voix dire « Comme vous pouvez voir, son œil est vitreux, il est mort. »
Et puis moi, ma réaction, j'ai levé mon bras gauche et de là, la première sensation d'une douleur incroyable. Plus tard, on a découvert que mon bras gauche était brisé, mais j'ai continué avec mon intention, j'ai enlevé mon verre de contact et j'ai demandé, sont-ils encore vitreux? Et puis de là, la cacophonie, des décisions, les gens, une examination, on me bougeait. Moi, j'étais inondé de souffrance, de douleur incroyable. Ils ont pris la décision de me transférer à l'Institut neurologique en bas de la ville, les mieux équipés du colour que je venais juste de devenir, paralysé d'ici en descendant, l'énergie ne se rend pas, c'est toujours un air de critique. Alors, rendu là, je me suis abandonné à mon destin. Je peux dire que j'avais des croyances. Alors de m'abandonner à Dieu, c'était pas difficile. C'était quelque chose que j'ai volontairement fait. Et puis le lendemain, parce que mes poumons étaient déchirés, on réalisait pas, ils ont rempli lentement avec du sang. Puis le lendemain, juste là sur mon lit, une trachéotomie d'urgence, on a coupé la gorge, on a été vidé les poumons. J'ai été déclaré mort une deuxième fois, mais j'en sais rien. J'ai aucune mémoire. On m'a dit ça par après. Le surlendemain, 3 jours après l'accident, j'ai eu ma première expérience de corps. J'étais tranquille, mais soudainement, j'étais près du plafond, je voyais mon corps. Et puis j'ai vu un médecin qui était dans une chaise en vinyle jaune, mais vraiment pas belle. Je l'ai vu, il dormait, mais il s'est réveillé soudainement, il est venu vers moi. Il a levé son poing pour me frapper. Et puis à la dernière seconde, il a arrêté, puis il m'a dit en anglais, « Reviens pour Nathalie ». Et puis moi, je me suis ressenti gonflé avec de l'amour, comme si j'étais une bulle qui gonflait avec de l'amour. Puis en gonflant, j'ai sorti du plafond de l'hôpital, j'étais plus haut que le building, je m'en allais vers les astres à toute vitesse, et puis je gonflais, et puis soudainement, j'ai explosé en 1000 milliards de brins de lumière, et puis j'étais dans mon corps. Et puis ça m'a émerveillé. La lumière, aussitôt que je pouvais, je pense, le lendemain, pointiller des lettres, j'ai dit, j'ai vu Dieu face à face. La lumière, c'était le divin, j'étais émerveillé. Je me suis donné un rendez-vous avec le destin. Il fallait que je comprenne. Là, j'avais pas le temps, pas l'énergie, j'ai tout concentré mon énergie à vivre, vouloir vivre. Alors, j'ai fait une réadaptation, j'ai sorti de l'hôpital 11 mois plus tard, j'ai commencé tout de suite à méditer, contempler, je passais beaucoup de temps dans le bois seul à cause de ma découverte que j'avais cet amour, cette passion pour le bois et très peu de temps que je croyais être capable de vivre encore. Et puis, en méditation, un jour, j'ai ralenti ma manière de penser, mon dialogue. Il faut dire que je suis un paraplégique spastique, qui veut dire que mon corps vibre de lui-même, et puis quand il s'excite ou quand j'ai mal, etc. Et puis j'ai avec mon esprit, voulu ralentir la spasticité. Et puis, j'ai remarqué que je pouvais la contrôler un petit peu. Puis, je me suis demandé, dans cet instant-là, je me demande bien si je peux l'arrêter. Puis, en voulant l'arrêter, je me suis trouvé hors de mon corps. Puis ça m'a émerveillé parce que j'avais déjà été hors de mon corps, mais j'étais pas mort. Et puis, en m'émerveillant, j'étais exalté, j'étais rempli de joie. Je venais juste de découvrir quelque chose. Et encore, j'ai fait ce mouvement vers le cosmos à toute vitesse, mais cette fois-ci, un immense mur, comme si c'était un mur de béton, était devant moi. Puis ça m'a arrêté, je ne m'avançais plus. Et puis j'ai vu que la lumière passait par-dessus le mur. Effectivement, passait de tous les côtés du mur. Le mur était juste devant moi, mais la lumière passait de tous les côtés. Et puis, j'ai voulu voir par-dessus le mur. Puis en voulant voir, je me suis ressenti levé, et puis j'ai vu, et puis c'était le divin. Et puis j'étais en état d'adoration, en toute honnêteté. Je me suis posé des milliers de questions depuis ma mort, et puis c'était tout répondu, puis ça avait tout un gros bon sens. Et puis de comprendre le concept de un. Une lumière dans tout l'univers, une seule, et puis là, on comprend tout réellement. Alors, parlez-nous-en un peu plus. Donc, la lumière est là partout, tout le temps, autour de nous. Lumière, moi, je l'ai vue émergeant d'un néant absolu, un trou noir absolu. La lumière émergeait, elle passait, elle m'arrosait, j'étais en état d'adoration, elle m'expliquait tout, je riais, c'était le divin, j'étais en contact avec, etc. Et puis, Monsieur Curieux, soudainement, je voulais voir
où est-ce qu'elle allait la lumière, qu'est-ce qu'elle faisait. Et puis je me suis tourné pour voir, et puis elle faisait tout. Elle se manifestait comme énergie, comme sous-atome, comme molécule, comme chair. Je suis le Verbe fait chair. Alors me voici. Et ensuite le matériel. Alors l'omniprésence du divin. Alors j'ai tout compris. Et puis à ce moment-là, d'avoir tout compris, le mur a grandi, la lumière a été coupée. Et puis tu m'as demandé dans l'entrevue en anglais si on m'a dit de retourner. Mais on m'a rien dit, j'ai rien ressenti, mais en étant maintenant bloqué de la lumière, je me tourne, puis il y avait comme une porte. Et puis en regardant à travers la porte, j'ai su savoir que c'était mon cerveau gauche. Et puis en traversant, boum, j'étais éveillé. Et puis ça m'a émerveillé, tu sais, et puis ça m'a mystifié. Ça m'a légèrement épeuré, mais pas épeuré dans le sens... pas quelque chose que je voulais explorer, dans le sens contraire, quelque chose que je savais que j'allais explorer en toute profondeur. Mais je voulais une petite vacance avant. C'est comme... C'est intense, là, quand même. Ben, c'est comme arrêter de fumer, puis on en prend une juste avant, là, tu sais, alors, c'était ça. Et puis, quand j'étais à l'hôpital, on m'avait donné toutes sortes de livres, des romans, etc., parce qu'on savait que j'aimais lire, mais je pouvais pas lire. Ça m'a pris 1 an et quelques pour être capable de lire. Se concentrer. Exactement. Et puis, les médecins m'ont expliqué que ma conscience était tellement occupée en train de réparer tous les dommages qu'ils n'avaient pas pour ce sort de travail-là, puis de ne pas m'en faire, ça allait revenir. Et puis effectivement, c'est revenu. Alors, je voulais m'apprendre quelque chose de léger et de lire. Et je rentre dans mon bureau, où j'avais ma bibliothèque, et puis d'une boîte dans le plancher, il y a un livre qui saute, et puis qui m'arrive sur mes jambes. Et puis, c'est exactement ce que je voulais pas voir. Un monsieur en train de méditer contre un fond bleu foncé, comme la nuit, etc. Puis, je prends le livre, puis je le pitch dans le coin. Et puis, sans rien toucher, ça revient sur moi. Ce côté orange, voilà. Il voulait vraiment être vu, ce livre. Hein? Il voulait être lu. Puis moi, je suis pas un imbécile, alors je l'ouvre tout de suite, puis je commence à lire. C'était écrit par Gopi Krishna, qu'il écrit son livre pour quelqu'un qui aurait eu la même expérience que lui. Puis il décrit d'avoir sorti de sa tête et ensuite devenu très, très, très malade. Alors, oups, tu sais, j'ai pris, tu sais... un peu peur, quand même. Non, mais j'ai pris le conseil là, de faire attention, etc. J'ai continué avec mes activités, mais effectivement, 4-5 jours plus tard, j'ai développé une fièvre. Et puis 3-4 jours après ça, la fièvre était rendue à 105 degrés. Mon ex-femme, je demeurais seul dans le temps, a envoyé une ambulance pour me chercher. Puis l'ambulance m'a emmené à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on a immédiatement diagnostiqué une infection de la vessie, parce que c'est commun chez les paraplégiques, etc. Puis on m'a donné une injection d'antibiotiques dans la hanche. On m'a demandé si je voulais passer la nuit à l'hôpital ou me retourner chez moi. J'ai dit retourner chez moi. On m'a mis dans l'ambulance, on m'a ramené chez moi. Le lendemain matin, 8 heures, je me réveille. Première fois en 3-4 jours, pas de fièvre. Je me sentais assez bien. Je voulais prendre un bain. J'enlève le drap. Ma jambe droite, elle était rouge comme un camion de pompiers. Ici, vers la hanche, bleu foncé, noir. Où là, ils ont mis l'injection, la peau était putréfiante, en train de briser, etc. Je savais que c'était très, très sévère. J'ai pris mon bain quand même. J'ai mis un désinfectant, j'ai les bandé. J'ai été à l'hôpital, à la clinique. J'ai été voir mon médecin. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai échappé mes culottes et puis je lui ai montré. Il a paniqué. C'était un microbe en train de manger la chair. J'étais en phase critique. On m'a fait signer des papiers tout de suite qu'on allait opérer, même s'il savait que j'étais critique, il n'y avait pas de choix, etc. On m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour me rendre là où on est en train de me préparer. J'ai dit non, je me suis rendu seul. Rendu là, je me suis vu à la télévision, une entrevue que j'avais fait quelques jours avant. Et puis même les infirmières, tout le monde, on s'est arrêté pour regarder l'entrevue pour quelques instants. Mais moi, soudainement, je me suis senti
complètement vidé, complètement affaibli. Je leur ai dit, j'ai tombé en bas du fauteuil. Là. Puis avant de frapper quelque chose, des mains fortes m'ont pris, quelques infirmiers, et puis on m'a mis sur une civière, m'a amené tout de suite en opération. On a enlevé un 4 par 4 par 4 par 4, un carré de chair, le muscle, tout, jusque l'os. On a cautérisé, on a brûlé la plaie. On m'a dit qu'il faudrait... ça a pris... Ils n'ont pas amputé? Ils ont amputé seulement la chair, pas la jambe. Ouais. Seulement la chair, jusque l'os. Ils ont tout eu. Ensuite, ils ont cautérisé et puis ils ont dit qu'il fallait attendre qu'avec antibiotiques, ça a pris 14 jours pour trouver le mélange d'antibiotiques. Mon système était en choc septique. Et puis, finalement, ils ont coupé, puis ils ont réparé, etc. Mais moi, après cette opération-là, c'est là que j'ai vécu ma 4e mort. J'étais dans la salle de récupération après l'opération. Et puis, soudainement, j'étais sur le bord de mon lit, le fond du lit, puis je regardais mon lit, et puis j'ai vu tout de suite que la machinerie a fait flatline. Tu sais, il y avait le son sonore, et puis la ligne droite, et puis une infirmière est venue en courant, et puis moi, j'ai voulu lui parler pour lui dire que j'étais correct. Et puis en voulant lui parler, le corps, moi. T'es revenu dans ton corps? J'étais revenu dans mon corps, puis je lui parlais, sauf que il faut dire que c'était moi, mon corps, qui lui parlait, mais ce qu'il était en train de dire, c'était pas moi qui le disais. J'avais jamais entendu ça, je savais pas ça. Tu sais, j'écoutais comme si j'étais en train d'être informé moi, mais c'était moi, hein, tu sais, c'était moi qui parlais, mais je sais pas, dans un autre état où je savais ce que je disais, et puis j'étais en train de l'apprendre, tu sais. Puis je lui disais plus ou moins que mon corps était extrêmement infecté, et être dedans, je me combattais avec. Il fallait le quitter pour que lui puisse trouver de lui-même, tu sais, comment se stabiliser, etc. Alors, c'est arrivé à 4 reprises, vite comme ça, à l'intérieur de quelques minutes seulement, que j'étais au fond du lit en train de me regarder, et dans le corps en train de lui parler, puis finalement, elle a compris, et puis elle a éteint sa machine, puis elle s'est assise à côté de mon lit, puis elle a dit « Je ne vais pas vous laisser seul ». Puis moi, j'ai dit « Splendide », et puis j'étais sur le bout du lit, et puis là, j'ai ressenti quelque chose derrière moi. Puis j'ai voulu me tourner pour voir c'était quoi, mais avant d'être capable, c'était comme si j'étais aspiré par un vacuum cleaner. C'était un vortex, un aspirateur, un vortex qui m'a tiré. En me tirant, j'ai vu que les gens ici, dans cette salle de récupération, il y avait une demi-douzaine de lits, il y a plusieurs personnes, il y a des médecins ici, il y a des infirmières, il y a mon lit qui est là avec une infirmière, etc. J'ai vu que c'était des bulles différentes. Je ne l'ai pas vu comme un continuum, je l'ai vu comme plusieurs bulles. Puis à mesure que je retirais, les bulles se séparaient. Ça m'a émerveillé. De là, noirceur absolue, lumière pure, et puis cette fois-ci, je croyais sincèrement être mort. Je croyais être au paradis. J'étais dans un endroit luxuriant, vert, des jardins, une beauté impressionnante. J'ai cru être mort. J'ai demandé « Is this paradise? » Puis j'ai entendu une voix disant « Non, Costa Rica. » Et puis j'ai passé beaucoup de temps là. J'ai appris toutes sortes de choses sur une culture préhistorique que j'appelle les rois jaguars dans mes histoires. Et puis, de là, je me suis réveillé dans mon lit. Et puis, l'infirmière était à côté de moi. Et puis, je lui ai dit que j'étais parfaitement bien correct, que la fièvre brisait, puis tout était correct. Puis, elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Elle s'est levée, elle a pris 3 pas, puis elle a tombé sans connaissance. Puis, ses collègues sont venus la chercher. Ils l'ont amenée, elle, aux soins intensifs, pas aux soins intensifs, aux soins d'urgence pour la traiter, etc. Et puis moi, j'étais correct. J'étais encore à l'hôpital 3 mois après ça, attendant que tout guérisse, avant que je sorte. Et puis pendant que j'étais là, j'ai essayé de contacter cette infirmière-là. Je savais pas son nom, je savais rien, je posais des questions, les gens ne savaient pas. J'avais déjà compris qu'il y a certaines choses, il faut faire attention à ce que tu dis à qui, parce que c'est hors de leur réalité. Alors j'ai laissé tomber avec regret, mais 1 mois après que j'ai sorti de l'hôpital, j'étais dans mon bureau, et puis une jeune dame rentre, et puis elle vient me voir, puis elle me demande si je la reconnais, puis j'ai dit non. Puis elle dit, je suis l'infirmière qui a passé une nuit à côté de toi.
Et puis, j'étais émerveillé, etc. Elle m'a raconté son histoire. Elle n'était plus infirmière. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de problèmes à comprendre comment ça se fait, pourquoi, que ses collègues l'ont ignorée. Tout le temps qu'elle était à côté de moi, que la machine n'était pas allumée, qu'il ne se passait rien sauf elle là, et puis moi, inerte à côté d'elle. Elle ne comprenait pas, elle ne réussissait pas à comprendre. Quand elle a posé des questions, on lui donnait des réponses qui étaient des gros non-sens. Et elle pensait réellement perdre la boule. Alors, elle a quitté son emploi. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas passer du temps, un autre instant de sa vie, à l'intérieur des confins d'un hôpital, des salles d'opération et de récupération. Et puis qu'elle elle était maintenant une représentante d'une compagnie pharmaceutique. Elle se promenait à travers la province. Elle était très, très heureuse. Mais elle avait vécu ça, elle, d'une manière très bizarre. Très bizarre. Quelle histoire! Oui, réellement. Quel bouleversement, même. Et merci de témoigner de tout ça, merci d'en parler, merci d'avoir le courage. Et vous voyagez à travers le monde d'ailleurs pour en parler. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir transmettre ça aujourd'hui, cette histoire par vidéo, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu aussi des expériences comme ça, qui n'en font pas part aux autres, qui ont du mal à se l'expliquer et qui ne le partagent pas. Et je pense que c'est le moment de se libérer de ça, parce que c'est important, ça nous dit beaucoup sur cette réalité dans laquelle on vit. Absolument. Et puis c'est une réalité qui est complètement confirmée par la science d'aujourd'hui. Hein? E égale mc carré d'Einstein nous laisse savoir que tout est énergie, même si on n'a pas la tendance à le voir comme ça. Puis ensuite, E égale hf. Ça, c'est la constance de Max Planck. Ça, c'est la physique quantique. Lui, il a dit, oui, mais si tout est énergie, tout est toujours énergie, même si on ne le voit pas comme ça. Puis HF, c'est la constance fréquente. À une fréquence, tout est énergie. Alors, l'énergie, le divin, à une fréquence plus élevée, c'est de l'intelligence suprême, de la lumière à l'observation. Une joie incroyable. Je vais vous dire que tous ceux, et puis Monsieur Curieux, j'ai été voir, j'ai lu les Lao Tse, les Confucius, les Jésus, les Bouddhas. Tous ceux qui ont vu la lumière ont dit le divin. Ceux qui n'ont pas vu ont des opinions, mais leurs opinions ne valent rien, rien du tout. Tous ceux qui ont vu, on est unanime. Un divin, univers, dont on est part. On fait partie de cet univers. Et tout est amour? Tout est amour, tout est beauté, tout est joie. Tout est joie, sauf dans la perception humaine. Dans la perception humaine, c'est exactement ce qu'on pense que c'est. Puis si on pense que c'est misérable, c'est misérable. Alors nous, on fait de la formation heuristique. Le heurisme, c'est la découverte par soi-même. Soit-dire, on ne veut pas que tu changes tes croyances. On veut que tu expérimentes la joie. Puis une fois que tu l'as expérimenté, la joie, tu sais que ça existe. Une fois que tu l'as vécu, l'amour, tu sais que c'est réel. Alors la seule question, ta vie, est-ce qu'elle est meilleure avec la joie, avec l'amour ou sans? Ben voyons donc. Ouais. Alors de là, un petit peu de travail là, pour éliminer les empêchements. Alors je parle que comment la nature gère une transformation continue. C'est le régime de chaos, tout ce qui mérite d'être changé. On ne jette pas le bébé avec l'eau de bain, mais il y a des habitudes qui méritent d'être changées, des manières de voir qui méritent d'être changées. Si ta philosophie, si ta structure de croyance ne te donne pas joie, change-les. Change-les, va en chercher un autre. Believe everything, follow the path of your heart. Tu sais, tu peux pas te faire mal, là, tu sais, alors changer. Suis ton cœur. Suis le chemin de ton cœur. Le mot courage vient de l'ancien français cœur. Et d'avoir du courage et de demeurer sur le chemin de ton cœur, malgré le handicap, malgré la pauvreté, malgré la difficulté, tu demeures sur le chemin de ton cœur. Et de là, le chemin va te parler. Le chemin va t'inviter. Alors, la transition, c'est que le changement, ça se fait pas seul. Le chaos, ça se guérit pas tout seul. Tu sais, on peut bien prier au bon Dieu, mais c'est pas comme s'il est en train d'écouter. Il est très occupé à être tout. À être tout. Mais il nous l'a laissé savoir. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et puis, si tu t'aides, tu vas voir que, non,
tout est bien, tu as fait quelque chose. C'est à nous de faire le premier pas, vraiment. Il faut faire le premier pas, le deuxième pas. Il faut faire tous les pas jusqu'à temps que c'est fait. Tu sais, moi, je dis que Dieu m'a dit, moi, il fallait faire tous les efforts dans ma vie et puis lui donner tout le crédit. Puis j'ai rien de mal avec le concept. J'adore le concept. Ma fille, quand elle était très, très jeune, quand je lui disais toujours de faire les efforts, de mettre l'enthousiasme, elle me disait, à quelques reprises, tu sais, pourquoi c'est toujours moi? Puis un jour, je lui ai assis confortablement devant moi, je veux te donner la réponse. C'est toujours toi parce que c'est ta vie. Dans ma vie, c'est toujours moi. Et puis, si tu n'as pas de résistance à faire tout le travail en tout temps, tu vas avoir une magnifique vie. Aujourd'hui, si tu l'entrevues, elle va te le dire qu'elle a une magnifique vie parce qu'elle n'a pas de résistance à faire tout le travail nécessaire. Alors, la transition, qu'est-ce que je dois changer? Le chaos et tout ce qui mérite d'être changé. La transition, c'est comment changer quoi de quoi, avec quels outils, avec quelles ressources, avec quelle aide, dans quel délai. Et le régime de l'ordre. Qu'est-ce qui serait l'idéal? Tandis que changer, pourquoi pas changer pour le mieux? Pourquoi pas changer pour plus d'amour, plus de joie, plus de gloire? Pourquoi pas plus de prospérité? Dans l'exploration, il y a quand même aussi ce côté, on ne sait pas trop, il y a ce côté inconnu, il y a ce côté je vais vers quelque chose que je ne connais pas, j'essaye, j'expérimente moi-même aussi pour aussi trouver ces outils. Je veux dire, c'est maintenant à la portée de nous tous de trouver ça en nous. Et d'explorer des choses nouvelles. Absolument. Donner comme exemple que dans une de nos aventures à Bracadabran, j'ai dit à ma belle Suzy que je voulais chauffer un Jeep de Montréal jusqu'au Panama. Et puis dans cette aventure-là, on a fait 18 000 kilomètres de route. On s'est réellement amusé, mais tout le long du chemin, tout le monde me posait exactement la même question. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Et puis j'ai dit non, j'ai pas peur, parce que j'ai l'intention de rencontrer tout le monde que je rencontre dans mon cœur. Et puis, s'il arrive quelque chose de mal, si je me fais tuer quand je suis dans mon cœur, est-ce que je peux demander une meilleure mort? Ça ne peut pas être. T'sais. Mais contraire à ces pensées morbides de mort, etc., c'était la meilleure vacance qu'on a jamais pris. On a vécu des aventures, il y avait des vrais défis, des vrais challenges. Je vais vous dire que le coin du Chiapas était troublé, le Nicaragua était troublé, mais nous, personnellement, tout le monde, on les a rencontrés dans notre cœur, on a ri ensemble, on les a sortis un petit peu de leur manière de voir. On m'a demandé à la radio, mais qu'est-ce qui se produirait si tu te ferais attaquer et puis par des terroristes? Puis j'ai dit, écoute, moi je suis un activiste pour la cause des personnes handicapées depuis des années maintenant. Alors, je connais l'activisme, etc. Si je me fais attaquer par eux, puis je suis prisonnier, à l'intérieur d'une semaine, ils vont être en train de m'adresser comme si El Général. Parce que je vais adapter leur cause, je vais les aider à revendiquer leurs droits, pourquoi pas? Tu sais? Non, il n'a pas de problème, il n'a que des solutions qu'ils attendent d'être appliquées. Tu sais? Et puis la solution, elle se trouve sur le chemin de ton cœur. Ton cœur. Le mien, je le vis, tu sais, mais chacun le sien. Sur cette très très belle interview, merci beaucoup. Merci Laurent, c'est un véritable plaisir de vous rencontrer. En fait, vous êtes la seule interview d'homme que je viens de faire au Québec. Et maintenant, je vais partir vers Boston. Donc merci énormément. Ouais, quel bonheur, que c'était délicieux. Quel plaisir. Au revoir. Bye bye.